Bonjour, je suis Jean Desglons de Fort Lauderdale. Bonjour, je suis Steve Garry de Montréal. Steve, j'ai souvent des clients, acheteurs ou vendeurs, qui me posent des questions à propos de la fiscalité. Alors légalement, les agents immobiliers en Floride ne sont pas autorisés à donner des informations hors de leur domaine de connaissance, ce qui fait sens. Chacun son travail. Mais je réfère toujours mes clients à des partenaires très sérieux et qui connaissent la fiscalité canadienne et américaine. Une bonne planification est toujours nécessaire. Donc, avant qu'un acheteur ou un vendeur ne passe à l'action, à quoi doit-il s'attendre? Effectivement, Jean, c'est très important de communiquer avec un fiscaliste qui connaît la Floride et qui est au courant des règles fiscales. Sinon, ça pourrait causer beaucoup de stress, soit à l'acheteur ou au vendeur. Parlons en général. Présumons que vous voulez acheter une propriété en Floride. Si cette nouvelle propriété devient votre résidence permanente, vous devenez résident des États-Unis. Ceci veut dire que vos revenus de toute provenance seront alors imposés selon les lois fiscales des États-Unis. Par contre, si votre résidence principale est au Canada et que votre condo en Floride vous sert de résidence secondaire, vous demeurez résident canadien et vos impôts seront à gérer principalement avec le Canada. Alors la question se pose, quels sont les critères qui déterminent le statut d'un propriétaire pour faire en sorte d'éviter et devenir un résident présumé? En guillemets, gardez en tête que cette notion de résident présumé est strictement pour fin de fiscalité et n'a rien à voir avec les critères d'immigration, qui est une toute autre chose avec des critères qui leur sont propres. Alors donc, la réponse est le nombre de jours que vous passez aux États-Unis. Vous serez considéré résident dès que vous aurez séjourné 183 jours en Amérique. Mais ce que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'il faut pondérer les chiffres sur les 3 dernières années. Dans le contexte d'un test de présence substantielle pour fin de fiscalité, les jours sont calculés comme suit. Il faut avoir accumulé au moins un minimum de 31 jours de présence calculés dans l'année courante. De plus, ajouter un tiers des jours dans l'année précédente et de plus, ajouter un 6e des jours dans la 2e année précédente. Autrement dit, vos séjours des 2 années précédentes, incluant l'année en cours, sont pris en considération. Donc, vous atteindrez le seuil des 183 jours si vous passez plus de 123 jours par année aux États-Unis durant ces 3 années consécutives. Alors, si les contribuables canadiens ne veulent pas être assujettis aux lois fiscales américaines, ils feront mieux de bien calculer le nombre de jours qu'ils passent aux États-Unis, n'est-ce pas? Sinon, ils risquent d'avoir à déclarer leurs revenus de toute provenance et alors seront imposés selon les lois fiscales des États-Unis. C'est bien ça? Tout à fait, Jean. En ce qui concerne les Canadiens qui ont acheté une propriété en Floride et la louent, quelles sont les implications fiscales de cette situation? Excellente question, Jean. Si vous louez votre condo, le but est de gagner de l'argent. Et comme nous le savons, les lois diffèrent entre les pays. Et dans tous les cas, il y aura des taxes à payer. Il faut donc faire appel à un excellent comptable qui vous assistera avec la procédure à adopter pour payer vos taxes aux États-Unis. L'impôt payé aux États-Unis vous donne droit à un crédit pour impôts étrangers dans vos déclarations canadiennes et provinciales. À nouveau, il est important de faire appel à un comptable ou fiscaliste qui connaît bien les systèmes des 2 pays. Merci, Steve. Et qu'en est-il pour ceux et celles qui veulent vendre leur propriété en Floride? À la vente de condo, vous allez toucher de l'argent. Et à titre d'étranger, vous êtes soumis à une retenue de 10% du prix de vente que l'avocat américain est tenu de remettre aux autorités des impôts des États-Unis, appelées IRS, Internal Revenue Service. Il faut savoir que la profession de notaire n'existe pas en Floride sous le même nom. Par contre, cette retenue n'est pas exigée si les 2 conditions suivantes sont respectées. Numéro 1, le montant de la transaction est inférieur à 300 000 $. Et numéro 2, l'acheteur déclare formellement que cette propriété deviendra sa résidence principale.
L'impôt prélevé à la source lors de la vente servira, le cas échéant, à réduire l'impôt sur le gain en capital. Notez qu'en Floride, aucun impôt n'est exigé par l'État, ce qui n'est pas le cas dans tous les États américains. Les impôts prélevés sur les propriétés sont dus aux comtés et aux villes. Mais à nouveau, le principal est de travailler avec un agent qui est entouré d'un réseau compétent et qui pourra vous référer à un excellent comptable. Alors, on ne peut guère échapper aux impôts, n'est-ce pas, Steve? Merci pour les explications. Maintenant, dernière question. Comment est-ce que le gain en capital est traité? Effectivement, les impôts sont malheureusement une certitude dans la vie. Parlons donc brièvement de la manière dont le gain en capital est déclaré au Canada. Comme résident du Canada, vous devez déclarer votre gain en capital américaine, dont la moitié est imposable. Vous aurez droit, dans vos déclarations canadiennes et provinciales, à un crédit pour l'impôt déjà payé à l'étranger. Bien qu'il s'agisse d'un immeuble situé à l'extérieur du Canada, il vous est possible de désigner cette propriété comme résidence principale. Dans ce cas, vous êtes exempt de l'impôt canadien au moment de la vente. Mais il faut se rappeler que vous pouvez désigner qu'une seule résidence principale par couple. Si vous détenez deux propriétés, l'une au Canada et l'autre en Floride, par exemple, prenez le temps d'évaluer laquelle vous procurera la plus grande économie fiscale. Il est primordial d'obtenir des conseils et des informations personnalisées sur ce sujet. Votre agent pourra vous renseigner sur les principes de base et vous procurera les coordonnées de spécialistes fiables. Il est donc fortement recommandé de consulter un fiscaliste ou un planificateur financier avec une solide expérience dans les deux pays. La Banque Desjardins peut vous donner aussi beaucoup d'informations à ce sujet. Excellent, Steve. Merci beaucoup de toutes ces informations. Une chose est donc certaine, il ne faut pas tricher avec les impôts au Canada, c'est juste. Et de même aux États-Unis, les impôts n'aiment pas non plus les tricheurs. Quel sera notre prochain sujet? Notre prochaine session s'intitulera « Investissement en Floride, comment obtenir de bons chiffres ». Alors, je me réjouis d'en discuter avec vous et à la prochaine, Steve. Merci. Tout plaisir est pour moi, Jean.